Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les préférences center. On va attendre quelques minutes que tout le monde nous rejoigne et puis on débutera. Je propose de commencer. Loïc, je te laisse. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. Du coup, Loïc Ancenet, je suis senior compte exécutive chez Didomi. Je travaille dans le digital depuis quelques années et du coup dans tout ce qui est RGPD depuis un petit peu plus d'un an. J'ai commencé à travailler donc chez OneTrust en tant que large corporate compte exécutive et j'ai fait le choix donc de rejoindre Didomi aujourd'hui qui est donc spécialisé dans la gestion des consentements et des préférences et du coup nous gérons que cette partie-là du RGPD et cela en fait notre force et donc du coup aujourd'hui je suis là pour assister Romain pour présenter donc le Preference Center. Loïc et donc Romain Gauthier, je suis cofondateur et CEO de Didomi. L'idée, effectivement, aujourd'hui, c'est de vous parler de ce produit que nous avons développé, qu'on appelle Preference Center, et qui, fondamentalement, vous permet de centraliser les consentements et les préférences de vos clients dans notre plateforme et de rendre ça tangible pour vos utilisateurs, donc de permettre à chacun, à tout moment de son parcours client, de pouvoir retrouver ses consentements et ses choix. Donc, ce qu'on a appelé, nous, Preference Center, et qui est, de notre point de vue, un outil marketing encore trop négligé par beaucoup d'entreprises, faute de, à mon avis, de savoir comment faire. Et donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous montrer à la fois comment est-ce que on peut mettre en place ce genre d'outils, ce genre de Preference Center, quels sont les challenges retenus et qu'on remarque le plus communément chez nos clients. On parlera notamment d'un retour d'expérience de Pierre et Vacances sur le sujet, qu'on a accompagné sur la mise en place d'un Preference Center dans leur groupe. Et plus largement, on couvrira aussi les différents cas d'usage qu'on rencontre de façon fréquente autour de cette idée de Preference Center. Donc on va essayer de rendre ça, je dirais, utile et interactif. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de notre intervention. Et voilà, encore une fois, bienvenue. Peut-être pour vous rappeler, donc Didomi, on est une société française créée il y a 3 ans qui est donc spécialisée dans la gestion du consentement et des préférences. C'est notre seul métier et on aide des marques et des grands éditeurs sur ces questions-là depuis 3 ans maintenant. On équipe aujourd'hui plus de 30 000 sites web et applications mobiles avec nos outils de collecte du consentement. Donc on voit passer beaucoup d'événements de consentement tous les mois, plus de 40 milliards sur le mois dernier, qui a été particulièrement actif compte tenu de la crise actuelle. Donc sans plus tarder, peut-être pour commencer, on va déjà revenir sur la notion de consentement par rapport à celle de préférence, qui est un point assez important voilà, qu'il est important de bien comprendre, de bien percevoir les différences entre les deux. Loïc, je te laisse présenter. Merci. Donc effectivement, il faut bien faire le distinguo donc entre les consentements et les préférences. Donc pour la partie donc consentement, en fait, c'est une notion réglementaire, c'est la loi. Donc le consentement est défini comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte définitif clair que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Contrairement donc à la préférence, qui est donc les préférences des utilisateurs, qui elles permettent à ce dernier de maîtriser ses données personnelles. Donc grâce à cela,
l'utilisateur va pouvoir choisir le contenu, la fréquence, les moyens de communication qu'il souhaite recevoir de la part d'une entreprise. Donc, c'est un signe de confiance envers votre entreprise, notamment s'ils comprennent que vous respectez leur choix et que vous les sollicitez lorsqu'ils le désirent. Et de ce fait, grâce à un Preference Center, le bénéfice va être double, dans le sens où vous allez redonner à l'utilisateur le pouvoir de décision sur l'usage de ses données personnelles, donc en conformité avec le RGPD. Et ensuite, vous allez lui offrir aussi la possibilité donc de choisir le contenu qu'il souhaite recevoir, ainsi que les fréquences, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en gros, grâce à ça, vous allez pouvoir offrir une expérience utilisateur optimisée qui vous permettra donc également de cibler de façon pertinente vos prospects. Voilà. Merci. Peut-être pour revenir un pas en arrière, effectivement, donc beaucoup de ces notions-là sont nées avec le RGPD, donc il y a à peu près 2 ans aujourd'hui. Le RGPD qui éclaire effectivement la notion de consentement, donc comment se mettre en conformité avec le RGPD sur les notions de consentement, c'est une des dimensions d'un projet de Preference Center. Il faut aussi rappeler que sur certaines parties du consentement, notamment le consentement lié aux cookies, il y a en France en tout cas la directive e-privacy qui continue de s'appliquer et qui demande un certain nombre de consentements, directive qui a été transposée à l'article 82 de la loi informatique et liberté. Donc c'est dans ce cadre réglementaire qu'on évolue depuis maintenant 2 ans. Beaucoup d'entreprises donc ont un petit peu tâtonné sur cette notion de consentement depuis, essayant de comprendre notamment les impacts en termes de business. Je pense que c'est la loi, il le passe là-dessus, c'est pas une option. Ce qui me semble intéressant et c'est vraiment ce qu'on va chercher à vous montrer au travers de ce webinaire, c'est comment est-ce que on peut au travers de ce qui nous est imposé en tirer parti. Et c'est vraiment sur la notion de préférence qu'on va chercher à retirer de la valeur qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc en redonnant le contrôle aux personnes, on va finalement pouvoir mieux les comprendre et donc in fine servir son métier et son entreprise. Par rapport donc cette année, donc les contrôles de la CNIL ont posé certaines thématiques. Je vais juste revenir sur quelques chiffres clés, donc notamment les chiffres 2009 qui disent qu'en fait il y a eu plus de 14 000 plaintes auprès de la CNIL l'année dernière, soit 25% de plus qu'en 2018, et 21% de ces plaintes ciblent le secteur marketing. Il y a également eu l'année dernière plus de 8 millions de visites sur le site de la CNIL. Donc, cela prouve quand même quelque part qu'il y a une préoccupation et un intérêt certain du respect des données personnelles de la personne concernée. Et il y a également eu plus de 200 000 appels de renseignements de la part des particuliers à propos du respect du RGPD sur les standards de la CNIL. Donc, ce sont des chiffres qui sont en hausse. Ce sont des choses à prendre en compte aujourd'hui. Et le 14 janvier 2020, il y a eu des consultations qui ont été rendues publiques par la CNIL sur des nouvelles dispositions à prendre en compte. Donc, elle devait devenir définitive sur la fin du premier trimestre 2020, mais suite à la situation avec le Covid, elles ont été reportées. Donc là, elles devraient arriver incessamment sous peu. Et ensuite, juste à cela, vous aurez une période d'adaptation qui sera mise en place, donc de 6 mois, afin de donner aux différents acteurs le temps de s'adapter et d'intégrer les nouvelles règles. Ensuite, oui, Romain? Fait, donc les nouvelles règles qui portent pour le coup sur le consentement lié aux cookies, aux traceurs, plus largement, ça montre que la CNIL est assez active sur le sujet et est en train de renforcer le bâton qu'elle détient en matière de il faut s'y préparer. Il y a une vraie période, je dirais, de transition depuis 2 ans avec l'adoption du RGPD. Beaucoup de beaucoup de secteurs n'ont pas été laissés, je dirais, n'ont pas été oubliés par la CNIL. Il y a eu déjà un certain nombre d'amendes qui ont été émises. Je pense que la montée en puissance est assez progressive et on sent bien que c'est un sujet qui va devenir de plus en plus important pour les entreprises. Donc il faut avoir à l'esprit. Néanmoins, et je pense que Loïc l'a très bien montré, ces contrôles et ces sanctions ne sortent pas de nulle part. En fait, la CNIL porte son attention là où elle est sollicitée et donc on voit bien une forte augmentation des préoccupations des individus sur ces sujets-là, qui conduit la CNIL du coup à intervenir.
Et du coup, le 12 mars 2020, la CNIL a annoncé sa stratégie de contrôle, donc qui va porter sur 3 thématiques, donc cookies et contrôle, cookies et contrôle, pardon, cookies et traceurs, excusez-moi, données de santé et géolocalisation. Donc ces contrôles en fait du coup vont être appliqués à partir de la fin d'année et se poursuivront en 2020. Et je rappelle également que cookies et traceurs étaient déjà une des thématiques de contrôle de 2019. Donc c'est vraiment quelque chose donc qui tient à cœur à la CNIL et donc du coup il faut être vraiment prudent par rapport à cela. Donc voilà, on a vu un petit rappel sur qu'est-ce qu'était un consentement, quelle était la notion de préférence par rapport à celle de consentement, le cadre réglementaire et je dirais les préoccupations du moment de la CNIL. On va pouvoir maintenant un peu plus sur la notion de préférence center et je vous propose de rentrer dans dans ce qu'est un préférence center au travers des cas d'usage que nous avons identifiés parmi nos clients, donc qui sont les plus typiques, avec en premier lieu des cas d'usage, je dirais digitaux et qui se manifestent plus particulièrement sur le site web. C'est l'idée qu'au fond un certain nombre de vos parcours clients aujourd'hui atterrissent sur un site web et que c'est au travers de ce dispositif que vous allez pouvoir recueillir des consentements et également comprendre les attentes de vos clients en matière de sollicitation commerciale, marketing, publicitaire, et que donc le site web devient un peu l'endroit où vous avez le plus de chances, je dirais, d'interagir avec vos utilisateurs, vos clients, pour recueillir ces consentements et ces préférences. Donc le premier cas d'usage, je dirais, la première raison d'être d'un preference center, c'est souvent de permettre à un internaute sur un site web de retrouver les choix qu'il a pu effectuer tout au long de son parcours sur le site web de façon simple, donc associé à son compte par exemple, et de pouvoir modifier ses choix en un clic au gré de. Le deuxième cas d'usage qui est aussi assez logique, qu'on observe systématiquement, c'est l'idée qu'au fond, beaucoup de parcours aujourd'hui se font aussi en mobilité ou par le biais d'un smartphone. Donc on a tout l'univers applicatif mobile qui est aussi un endroit où la personne est susceptible d'indiquer un certain nombre de choix et de préférences avec certaines spécificités vraiment liées au mobile, donc aux capacités offertes par les smartphones, la capacité d'accéder à des données de géolocalisation, de contacts, etc. Donc beaucoup de données personnelles qui sont stockées sur l'appareil mobile et auxquelles vous pouvez en tant qu'entreprise pouvoir souhaiter accéder pour proposer vos services. Donc l'application mobile est aussi un des endroits où il est important de proposer à la personne de retrouver systématiquement ses choix et ses préférences, parce que c'est une forme de pratique qui montre clairement que vos utilisateurs, vos mobinautes peuvent vous faire confiance, peuvent, quand ils vous disent oui, retirer, changer d'avis à tout moment, ce qui est un des éléments fondamentaux de la confiance qu'ils vont vous porter. Troisième cas d'usage qu'on observe systématiquement et qui est, je dirais, assez dominant dans les sollicitations qu'on reçoit des entreprises qui nous contactent, c'est l'idée que beaucoup de vos communications passent par le canal email et que souvent il est assez compliqué pour une entreprise de maîtriser les emails qu'elle envoie à une personne et que la meilleure idée qu'on puisse avoir dans ces cas-là, c'est de laisser la personne contrôler elle-même les sollicitations et les communications qu'elle va recevoir. Il y a beaucoup de plaintes aussi qui arrivent sur vos call centers, auprès de votre DPO, qui sont liées à une politique de communication qui n'est pas tout à fait maîtrisée. Et donc, un des éléments importants, un des cas d'usage importants du Preference Center, c'est l'idée que il faut pouvoir, depuis un email, en un clic, retrouver l'intégralité de ses préférences, pouvoir les modifier, pouvoir modifier la fréquence, les sujets, les raisons pour lesquelles vous sollicitez votre client. Et ce qui présente des vertus importantes dans le sens où proposer un preference center, c'est aussi minimiser le nombre de personnes qui se désabonnent, ce qui a des conséquences très importantes potentiellement en termes business. On pourra les découvrir un peu plus tard. Mais voilà, l'idée fondamentale, c'est que en proposant ce genre de choix directement depuis un email, vous avez la capacité non seulement de minimiser la
désaffection que peuvent vous porter vos clients, mais également la capacité de recueillir de nouvelles préférences, donc de mieux comprendre en fait les attentes de vos clients, ce qui est in fine un cercle vertueux, ce qui est bénéfique pour votre entreprise. Il y a des entreprises qui font ça très bien et qui voilà. Je prends Decathlon qui est sans surprise, ça date d'aujourd'hui, qui était la marque préférée des Français. Et qui a pris en compte cet élément depuis longtemps. Donc l'idée que voilà, il faut être transparent sur la façon dont on gère les données des personnes et que au travers de leur expérience utilisateur, ils vont attacher une importance particulière à l'idée que voilà, la façon dont eux utilisent les données, dont ils sollicitent les personnes est complètement sous le contrôle de la personne, avec donc de ce genre d'email que vous recevez dès que vous modifiez une préférence ou un consentement et qui vous permet à tout moment de changer d'avis. Ce qui, in fine, je pense, n'est pas pour rien aussi dans l'idée que Decathlon est une marque qui plaît à ses clients. Loïc, je te laisse Bon, présenter le cas d'usage call center. Ouais. j'avais oublié de sortir mon mythe. Donc, du coup, je vais passer sur deux autres cas d'usage donc, qui vont être du coup, le call center et ensuite on verra le cas d'usage physique. Donc, sur ces deux cas d'usage, ça va être un petit peu sensiblement identique sur le fond, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir récolter des consentements que l'on va qualifier de délégués. Donc, lorsque vous avez un client qui va appeler pour un service ou pour avoir des informations ou autre, un call center, à partir de là, l'opératrice ou l'opérateur pourra prendre pourra prendre en compte les préférences de l'utilisateur, du prospect, afin de pouvoir changer lui-même ses préférences. Donc après, pour lui renvoyer derrière un email de confirmation qui dira qu'on a pris en compte donc ces différents choix de fréquence, de contenu, de moyens de communication. Et à partir de là, vous pouvez aussi opter pour une option de double opt-in. Donc, la personne pourra renvoyer un email pour confirmer, ou alors vous pouvez simplement envoyer un mail de confirmation qui fera foi de ce souhait de préférence. Donc, du coup, vous allez pouvoir aussi, si vous avez par exemple oui, ce que j'allais dire, Romain, tu peux passer même sur la slide suivante, je dirai après. Donc là, après, si vous avez par exemple des points physiques, on va dire, des points de vente, ou alors si vous avez par exemple des hôtels comme Pierre et Vacances ou Center Park en accueil à la caisse, ou donc lorsque vous allez payer votre facture, vous allez avoir votre vendeuse, votre hôtesse d'accueil, votre réceptionniste qui pourra, elle, prendre aussi des préférences de vos clients. À partir de là, il y aura aussi un but cognitif dans le sens où, par exemple, à Pierre et Vacances, si la réceptionniste demande donc certains choix de préférence pour son client, elle pourra par exemple lui dire est-ce que vous saviez que nous avons d'autres marques comme Center Park ou autres, et à partir de là faire connaître donc votre groupe auprès de l'utilisateur. À partir de là, vous allez pouvoir, on va dire, récupérer de nouveaux clients sur d'autres cibles. Donc, des gens qui ne savaient pas que vous aviez Center Park, ben, à ce moment-là, vous allez pouvoir leur envoyer des offres spéciales, des newsletters, et puis ensuite, peut-être récupérer de nouveaux clients grâce à cela et donc augmenter votre base de données. Cela va vous servir également donc, sur les consentements délégués, que ce soit en magasin physique ou alors même si vous allez, par exemple, vous avez un événement, une manifestation, un salon, vous allez pouvoir avoir des personnes qui auront une tablette, par exemple, et prendre aussi donc des contacts, donc enfin d'augmenter encore une fois votre base de données, enrichir votre base de données. Et également, si vous avez des personnes, vous voyez, qui sont désabonnées sur tel type de contenu, vous allez pouvoir les solliciter en fait pour savoir s'ils voudraient recevoir de nouveau ce genre de prospection. Et à partir de là, vous allez éviter le désabonnement qui est aujourd'hui, lorsque vous recevez une newsletter, il y a marqué se désabonner en bas de page. Et bien à partir de là, vous allez pouvoir changer donc de façon déléguée également ces choix. Et à partir de là, encore une fois, augmenter votre base de données, la qualifier et avoir une clientèle beaucoup plus ciblée. Voilà.
Pardon. J'étais en mute, excusez-moi. Donc je disais, tous ces cas d'usage sont issus de notre expérience au contact de clients assez variés. Ces cas d'usage montrent que le consentement et les préférences sont devenus un élément du parcours client que les clients s'attendent à retrouver un peu partout, simplement, sur lequel vous êtes beaucoup sollicité pour des demandes de désabonnement notamment. Et donc, au travers de l'expérience de Pierre et Vacances, on va vous montrer un petit peu comment une marque multicanale dont le cœur de métier est enfin, l'hôtellerie et le tourisme a pu mettre en place ce genre de préférence center et spécifiquement quelles sont les problématiques qu'il cherchait à résoudre dans la mise en place de ce genre de projet. Euh, donc Pierre et Vacances, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe qui possède 5 marques grand public, Pierre et Vacances, Center Park et d'autres, pour citer les plus connus. C'est un groupe international avec donc des clients qui viennent de plusieurs pays, des parcours d'achat qui sont donc assez différents d'un pays à l'autre, à la fois online au travers de leurs dispositifs digitaux, sites web et applications mobiles, mais également offline avec tout un programme par le biais d'agences et également des parcours clients qui mènent dans des parcs avec en réception un certain nombre d'hôtes qui vont permettre aux clients d'indiquer un certain nombre de ses choix également. Donc dans la réflexion de Pierre et Vacances, au cœur de cette réflexion se trouve l'idée que au fond, mieux connaître leurs clients, mieux prendre en compte leurs choix et leurs préférences était critique pour leur marketing. Donc, c'est le fruit de leur expérience que d'avoir réalisé ça peut-être un peu plus tôt que d'autres groupes. Mais donc, la solution qu'ils ont décidé de construire pour répondre à ces besoins-là et c'est donc ce qui est aujourd'hui leur préférence center. Donc, un préférence center, c'est à la fois ce qui est visible. Donc, la partie visible, c'est celle que vous accédez en tant que client Pierre et Vacances depuis un email, depuis le site internet, etc. Et c'est également, de façon un peu plus, ce qui pose souvent problème d'ailleurs pour les marques, tout ce qui se passe derrière. Donc c'est comment est-ce que si quelqu'un me dit quelque chose, je peux prendre en compte correctement et de façon effective ses choix, et ce, de façon transparente pour le client, c'est-à-dire que tout fonctionne nominalement. Nous avons aidé Pierre et Vacances dans la mise en place d'un préférence center qui prenait en compte différents besoins, avec au cœur de ce préférence center la notion de consentement délégué, donc notamment pour gérer la collecte des consentements et des choix offline. Le consentement délégué, c'est l'idée que une personne physique va recueillir un choix et que ce choix va être ensuite confirmé par un canal que notre client détermine, l'email, le SMS, par l'utilisateur final lui-même. Dans le cas de Pierre et Vacances, ce qui était aussi intéressant, c'était le lien qu'ils ont fait avec leur CRM, donc leur référentiel client unique et leur base CRM. Une de leurs problématiques, c'était de s'assurer que dans ce référentiel client unique étaient bien associés et centralisés tous les consentements et les préférences de tous les canaux possibles, donc de tous les points de contact qu'ils avaient avec leurs clients. Et ça, voilà, ce qui peut poser un certain nombre de difficultés techniques sur lesquelles nous les avons aidés du coup. Un preference center, donc c'est ce que je le disais en front-end, cette page qui peut être intégrée dans un compte client dans laquelle la personne va retrouver ses choix, son statut de choix. Elle va aussi typiquement retrouver un historique de ses consentements, ce qui est aussi un élément de confiance important, c'est de comprendre quand est-ce qu'on a dit oui pour recevoir ces coups de téléphone et de pouvoir du coup se souvenir qu'effectivement la marque ne fait pas n'importe quoi avec mes données et ne s'arroge pas des droits que je ne lui ai pas concédés, ce qui est un des éléments de la confiance. Et c'est surtout un endroit où on va pouvoir proposer un certain nombre de choix au client final et s'assurer que
il retrouve dans cet espace, de façon simple et intuitive, la capacité de contrôler ses communications. Alors, je vous montre rapidement le Preference Center Pierre et Vacances, donc qui est typiquement ce que les internautes, ce à quoi les internautes accèdent depuis le site internet ou un email, et avec cette dimension multimarque, la capacité de gérer à différents niveaux et d'enregistrer instantanément ses choix pour un internaute, et ce de façon très simple, très intuitive, en quelques clics. Donc ça, c'est ce Preference Center, et la démarche de Preference Center, elle se construit client par client. Donc il y a un certain nombre de choses qui restent spécifiques au métier de Pierre et Vacances. Les fondamentaux restent les mêmes. Il s'agit toujours de collecter des consentements, de les centraliser et ensuite de les distribuer dans un système d'information. Et ça, c'est vraiment le cœur de métier d'une entreprise comme Didomi, que d'accompagner ses clients sur ces aspects-là. Pourquoi faire tout ça? Et je pense que c'est la question centrale de ce webinaire. Il y a beaucoup de réflexions derrière un Preference Center pour une marque. Loïc va nous dire un peu plus quels sont les bénéfices qu'on peut retirer d'un projet de Preference Center. Donc du coup, Gartner dit que d'ici 2022, 30% des entreprises B2C seront équipées d'un Preference Center. Donc c'est peut-être, et je pense, l'outil marketing de demain. Du coup, grâce à cela, votre marque va pouvoir offrir un rapport de confiance à vos utilisateurs, à vos prospects. Vous allez donc pouvoir cibler au mieux ces derniers grâce à des critères qu'ils auront prédéfinis eux-mêmes et qui seront donc aussi le moyen pour vous d'avoir des leads pertinentes. Donc après, vous déterminez donc votre stratégie de performance avec les objectifs, les cibles, les ressources, tout cela en respectant les données personnelles de chacun et les textes de loi. En plus de cela, vous aurez une approche marketing beaucoup plus ciblée et qui vous rapportera de ce fait un plus grand nombre de taux de transformation des achats, et donc tout en augmentant également donc votre base de données. Donc forcément, vous allez avoir beaucoup plus de prospects et donc du coup un taux de transformation donc qui sera beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus de revenus pour votre entreprise. Nous allons vous montrer donc le retour sur investissement avec deux cas de retargeting, remarketing, pardon. Donc Romain, je te laisse faire cela. Romain. Pardon, j'ai du mal avec le mute aujourd'hui. Donc, ce qui est important de comprendre, effectivement, c'est le lien entre consentement et préférence et métrique business pour votre marque. Et donc, le modèle qu'on a décrit juste au-dessus se traduit très concrètement dans des chiffres. Et pour prendre deux cas qu'on voit tout le temps, voilà un petit peu à quoi ressemble ce modèle en réalité, et sur quels éléments en fait les consentements et préférences influent sur votre business. Le premier, c'est le cas du remarketing. Donc c'est l'idée que vous avez un site web avec un certain nombre de visiteurs mensuels uniques. Ici, on est parti sur une hypothèse de 15 millions de visiteurs mensuels uniques. Et sur ces 15 millions, un certain nombre vont vous dire oui, un certain nombre vont vous dire non. Donc les deux hypothèses, la première, c'est que 40% de ces internautes vous disent oui. La deuxième, c'est que 60% de ces internautes vous disent non. Alors, même si la différence est assez importante, on voit surtout en fait qu'elle a des conséquences directes sur votre métier, sur votre business en bout de chaîne, parce que la capacité à réengager cette base d'utilisateurs est directement liée à votre taux de consentement. Et donc, si on déroule l'hypothèse numéro 1, avec 40% de taux de consentement, en fait, vous aboutissez in fine à une base de remarketing qui n'est plus que de 6 millions de personnes, de visiteurs mensuels uniques. Et si on fait des hypothèses qui sont des hypothèses de marché, voire assez élevées, donc ça fait une base de personnes que vous allez ensuite réattirer sur votre site d'environ 120 000 personnes. Si sur ces 120 000, 5% finissent par acheter, ça vous fait un revenu de 30 000 euros. Si on augmente de quelques pourcents votre taux de consentement, on élargit la base de remarketing possible. Donc on élargit potentiellement le nombre de personnes qui vont se rendre sur votre site. On augmente du même coup le nombre d'acheteurs et on augmente de 50% le revenu généré sur ce site, uniquement en travaillant cette métrique du taux de consentement pour le remarketing. Et donc ce lien-là entre consentement et revenu, il se manifeste de différentes façons sur vos métiers, mais il existe. Et en fait, c'est vraiment pour ça qu'on est convaincu que
la gestion des consentements et des préférences et la notion de Preference Center est critique pour les marques, bien au-delà des aspects de conformité, parce qu'elle a des impacts directs sur le revenu et que ne pas la prendre en compte, c'est négliger des revenus demain. Un autre exemple qui est dans la même lignée, c'est sur l'emailing. Si on part d'une hypothèse d'un envoi d'1 million d'emails à votre base client, le fait de minimiser le taux de désabonnement, donc de faire passer un taux de désabonnement de 5% à 3%, a des impacts considérables en termes de chiffre d'affaires, dans le sens où, voilà, si 3% de vos utilisateurs se désabonnent au lieu de 5%, potentiellement, vous augmentez votre revenu potentiel annuel de 6 millions d'euros sur une base d'achat moyen annuel de 300 euros. Donc, on voit très bien ce lien-là qui est direct entre le fait de s'assurer que vous ne sollicitez pas trop les gens, donc vous ne les poussez pas à se désabonner. Inversement, vous leur permettez de contrôler très précisément quand est-ce que vous pouvez les contacter. Ça vous permet de minimiser dans une base de clients existante le nombre de gens que vous n'allez plus pouvoir réengager. Et c'est cet élément-là qui nous semble très très important et fondamental dans la notion de Preference Center. C'est comme ça qu'il faut réfléchir son Preference Center et les parcours qui y mènent. C'est dans cette perspective de fournir une expérience client qui conduit vos clients à être satisfaits, à comprendre qu'ils ont à tout moment la capacité d'avoir ce choix-là et finalement ne pas leur envoyer un mail tous les mois, mais tous les 3 mois. Si ça maintient et votre base client telle qu'elle existe, ça c'est clairement, je dirais rationnellement la bonne voie à suivre. Et donc, c'est au travers des métriques qu'on va vous remonter de vos préférences center que vous allez pouvoir percevoir ces éléments-là. Donc, si on résume les bénéfices d'un Preference Center, il y en a 4 principaux. Donc, certains qui sont liés à la conformité. Donc, c'est un bénéfice, mais c'est aussi, c'est pas vraiment optionnel. Donc, c'est quand même satisfaisant de pouvoir à la fois être conforme au RGPD. Ça peut être aussi un marqueur de confiance. Donc, c'est quelque chose sur lequel les marques ont intérêt à se positionner. C'est aussi la capacité de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Donc, de pouvoir comprendre qui consent, qui ne consent pas, de pouvoir avoir une traçabilité complète sur ces choix effectués par vos clients. En cas de contrôle par la CNIL notamment, c'est quelque chose qui va être critique. Mais fondamentalement, un projet de Preference Center, c'est offrir une meilleure expérience à vos clients, donc une expérience aussi qui peut être différenciante qui peut différencier votre marque par rapport à des concurrents. Et c'est donner à vos utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données personnelles, ce que tous les chiffres le montrent, ils vous rendront bien parce que en fait, en leur donnant plus de contrôle, vous créez de la confiance et finalement, on observe dans toutes les études qu'on mène avec nos clients que le fait de donner plus de choix conduit les gens à dire plus oui que non. Et ça, c'est vraiment je pense, une vérité assez fondamentale qui est au cœur qui devrait animer vos projets de Preference Center. J'aurais Un projet de... Oui. juste rajouté qu'en fait, toute bonne relation client requiert une bonne qualité d'écoute et des actions qui sont réalisées en fonction de ses préférences et intérêts. Et comme le numérique devient de plus en plus lié à notre quotidien, les mêmes règles s'appliquent dans la vie réelle, sauf qu'elles sont beaucoup plus amplifiées par la facilité et la rapidité avec lesquelles un client peut aller faire ses achats ailleurs. Et aujourd'hui, le marketing en ligne peut être intime et apporter des résultats quasiment en temps réel. Je pense que les clients peuvent être facilement engagés, mais les conséquences sont aussi vite néfastes si la marque ne reconnaît pas les personnes à qui elle s'adresse. Et donc, de ce fait, le marketing digital génère un grand nombre de volumes et ces données de volume, ce volume de données doit être analysé pour comprendre les attentes des clients, définir les profils et découvrir des tendances. En gros, comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'il faudrait faire de la connaissance client. Et donc, grâce à ça, grâce au Preference Center, vous pourrez mieux cibler les attentes et avoir donc encore une fois des leads, on va dire, beaucoup plus pertinentes afin d'augmenter votre revenu. Tout à fait. Dernière étape de ce webinaire, comment est-ce qu'on met en place un Preference Center? À quoi ressemble ce genre de projet? Pour vous décrire assez rapidement, il y a toujours, enfin, on traverse toujours les mêmes types d'étapes avec nos clients, avec une première étape qui est une phase, je dirais, d'audit, donc
qui est à la fois lié aux besoins en termes de conformité, donc comprendre quels sont les besoins en consentement, de quel consentement un client a besoin, et qui permet également assez vite d'aboutir sur la notion de préférence et d'engager ce dialogue sur quelles sont les préférences souhaitées et on souhaite les mettre en œuvre, qui va en fait déterminer ensuite la solution et le dimensionnement de la solution qu'on peut proposer. Très souvent, en fait, on concentre l'approche sur un canal, sur un point de contact qui est critique et qui est vraiment lié à votre cœur de métier. Ensuite, on va donc paramétrer au travers de la plateforme d'Idomi un certain nombre de points de contact. Donc, mettre en place l'accès au Preference Center en un clic depuis ces événements du parcours client dans lequel vous souhaitez proposer des choix et des préférences. Donc, à Didomi, on a fait le choix d'accompagner des clients sur des projets qui leur permettent d'avoir des Preference Center qui leur soient propres, donc qui ne soient pas génériques, qu'ils puissent personnaliser aussi bien en termes du UI que du X, avec un produit qui a été pensé de cette façon-là. Troisième étape, c'est donc intégrer ça correctement avec les outils existants. Donc les outils existants, c'est votre CRM, vos solutions d'emailing, de marketing automation, vos solutions publicitaires, un certain nombre d'outils internes qui sont aussi critiques pour pouvoir, par exemple, reconnaître la personne auprès de qui on collecte des consentements, donc vos systèmes d'authentification, d'identification. Donc voilà, ça c'est vraiment l'expertise que Didomi peut vous apporter avec des intégrations sur étagère avec les principales solutions qui peuvent exister et donc qui vont simplifier en fait la distribution des consentements qu'on va vous aider à collecter. Il y a toujours aussi dans cette phase-là une réflexion autour de la mesure. Donc, comment est-ce que je me sers de ce projet-là pour mieux comprendre mes clients? Comment est-ce que je comprends mes taux de consentement? Comment est-ce que je peux ensuite les optimiser avec un lien généralement avec vos outils de business intelligence qui permettent de faire remonter en surface tous ces liens-là qu'on a pu illustrer auparavant et qui sont critiques pour justifier le ROI généré par ce genre de projet. Dernière étape, c'est une fois que c'est mis en place, on va donc pouvoir faire évoluer ça au gré des évolutions réglementaires. Il y en a, donc il y a une jurisprudence RGPD qui est en train d'arriver. Il ne s'agit pas d'être plus royaliste que le roi, mais vraiment de prendre en compte les évolutions réglementaires qui sont le fruit, je dirais, de l'expérience des autorités de protection des données sur un certain nombre de secteurs. Donc c'est aussi le rôle de Didomi que de vous accompagner là-dedans. Et ensuite, et surtout, ce qui est le plus important pour nos clients, c'est de se servir de la mesure de la performance, des taux de consentement, des comportements des personnes face à ces questions-là, pour optimiser et pour ajuster le ROI qu'on retire de ces nouveaux choix qu'on a proposés à ces clients. Loïc? Un petit souci. Donc, du coup, aujourd'hui, donc, le Preference Center, donc, comme j'ai pu vous le dire sur les différents bénéfices, vous allez donc pouvoir augmenter vos bases de données. Vous allez pouvoir ressolliciter aussi des gens sur des méthodes de communication, sur différents contenus, des personnes qui vous allez pouvoir éviter les taux d'abonnement, de désabonnement, pardon, et continuer à communiquer auprès de certaines personnes qui, sans cela, vous aurez peut-être perdu en tant que client. Et grâce à cela, donc, augmenter vos revenus. Par rapport à ça, nous, Didomi, on va avoir une solution qui sera complète et faite sur mesure, comme disait Romain. Du coup, on pourra soulager, on va dire, vos ressources techniques, étant donné qu'on mettra à disposition un outil clé en main. Et à partir de là, vous pourrez donc travailler sur les différentes marques de votre entreprise, si vous avez une entreprise multimarque ou sur différents produits et contenus. Ensuite, vous avez donc un Customer Success Manager qui sera dédié. Donc, vous ne serez pas un numéro parmi tant d'autres, c'est-à-dire que vous aurez quelqu'un qui qui connaîtra donc vos attentes, qui connaîtra vos objectifs, vos cibles et qui vous appuiera, qui vous aidera, qui vous conseillera tout au long de votre expérience d'Idomi dès l'onboarding. Donc, à partir du moment où vous souhaitez donc travailler avec nous, on va vous accompagner, on ne vous laissera pas tout seul dans la nature, on vous donnera la main, on vous accompagnera,
on créera des ateliers, comme disait Romain, on fera un follow-up qui sera déterminé par certaines fréquences de rendez-vous, donc qui pourront être toutes les semaines, par exemple, au début, ensuite peut-être tous les 15 jours, et ensuite, autant que vous aurez besoin, on sera là pour vous aider, pour vous accompagner. Il y a vraiment cette notion de support chez Didomi que vous retrouverez peut-être pas ailleurs, et aujourd'hui, ça en fait un petit peu notre force, et du coup, on est une société française, on est basé à Paris, et on est vraiment présent et disponible. Voilà. Donc voilà. Voilà, un premier aperçu de ce que peut constituer un projet de préférence center, pourquoi le faire, quels sont les cas d'usage typiques que nous rencontrons chez nos clients, comment est-ce que nous aidons à les résoudre et les bénéfices qu'en retirent nos clients. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ce genre de produit. Et si vous avez des questions, nous les prenons. Et je vais donc arrêter de partager mon écran et prendre les questions. Alors, avez-vous des clients B2B ou B2B2C qui utilisent cette solution aussi? Tout à fait. Alors, même si les cas d'usage les plus fréquents qu'on rencontre restent quand même des cas d'usage B2C, donc plutôt de marques qui souhaitent proposer ces choix à leurs clients. On a aussi des clients B2B, des clients de l'industrie par exemple, qui mettent en place ces dispositifs-là, avec au cœur de ces projets-là beaucoup plus de questions autour de la notion de consentement délégué, qui du coup est plus importante, je dirais, pour ces acteurs-là, parce qu'ils ont des équipes commerciales qui interagissent directement avec leurs clients professionnels, et qu'il s'agit de prendre en compte tous ces points de contact-là, je dirais, physiques, dans la gestion du consentement. Pouvez-vous rappeler ce que signifie la notion de consentement délégué? Je ne comprends pas comment cela s'intègre aux autres canaux. Alors, le consentement délégué, c'est l'idée assez simple qu'un individu peut recueillir les consentements et préférences d'un autre individu. Comment est-ce que ça se manifeste du point de vue de la conformité? Comment est-ce qu'on fait ça de façon conforme? C'est ça ce qu'on appelle la notion de consentement délégué. Donc il y a deux étapes. L'étape de la collecte, où voilà, une personne va poser une question à une autre personne et va donc prendre en compte son choix. Et la deuxième étape qui est la validation de cette collecte, qui est faite directement par la personne concernée, qui reçoit un email dans lequel on lui signifie, comme j'ai pu le montrer pour Decathlon, que son consentement vient d'être pris en compte, et dans lequel on lui permet de changer d'avis, donc de retirer son consentement, de le modifier, voire dans un certain nombre de cas, par exemple en Allemagne, c'est une nécessité, de mettre en place un mécanisme de double opt-in, c'est-à-dire de faire en sorte que le consentement ne soit pas pris en compte tant qu'il n'a pas été confirmé par la personne depuis l'email qu'on lui envoie, l'email ou tout autre dispositif. Ça peut être un SMS. On a vu différents scénarios de ce côté-là. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. Eh bien, nous vous remercions pour votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas donc à nous solliciter si vous êtes intéressé par le sujet. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très bonne fin de Merci journée. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.